Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il est arrivé ce mardi. C'est sa première visite officielle depuis son accession au pouvoir en septembre 2021. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Ils ont évoqué ensemble, entre autres, l'intégration régionale, la lutte contre le terrorisme. La Côte d'Ivoire se positionne comme une destination minière de référence en Afrique de l'Ouest. Un nouveau gisement d'or de classe mondiale vient d'être découvert à Doropo, dans le nord-est du pays. Le projet prévoit plus de 100 tonnes d'or à exploiter. Le PDG du groupe Resolute Mining a été reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambe. Les résultats du BPC session 2025 sont connus. Le taux de réussite est de 51,41% cette année. On note une nette progression de 11,23 points par rapport à 2024. Une performance encourageante pour notre système éducatif. Plus de 600 000 candidats étaient en lice. 312 041 ont été déclarés admis. Et enfin, en Afrique du Sud, une partie de la province du Cap oriental a été dévastée après le passage de pluies torrentielles suivies de vents violents. Le bilan s'est alourdi. Au moins 90 personnes ont trouvé la mort dans les inondations. Les secours continuent de chercher d'autres victimes. Soyez les bienvenus, c'est RTI 1. L'axe Conakry-Yamoussoukro se renforce. Le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, est en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Il va y séjourner pendant 48 heures. L'hôte de la Côte d'Ivoire, vous allez le voir, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Ils ont évoqué, entre autres, l'intégration régionale, la lutte contre le terrorisme, nous rapporte Alexis Ouedraogo. Les portes du petit palais de la présidence de la République étaient ouvertes ce mardi pour recevoir le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. En visite d'amitié et de travail pour 48 heures, il est reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Une rencontre à l'heure où les enjeux de stabilité régionale, de souveraineté économique et de nécessaire coopération sud-sud sont au cœur des discussions sur le continent. Monsieur le Président, dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Votre leadership empreint de sagesse et de vision a transformé votre pays et inspiré de nombreuses nations à travers le continent africain. Depuis notre première rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement. Je suis convaincu que la base d'une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle, l'écoute et le respect. La mission est l'occasion pour la délégation de s'enrichir des expériences ivoiriennes dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la protection civile, de la protection de l'environnement, de la réalisation d'infrastructures d'envergure et de la sécurité. Une visite qui ouvre des échanges fructueux pour le développement et la stabilité, mais surtout pour le renforcement de liens fraternels. Nos deux pays partagent de nombreuses similitudes et des complémentarités qui offrent un potentiel unique pour une collaboration mutuelle bénéfique pour nos nations. Je voudrais partager avec vous ma profonde conviction que la stabilité politique est la pierre angulaire de tout développement durable. En ce sens, la Côte d'Ivoire est un bel exemple, Monsieur le Président. Je m'engage à travailler dans cette direction et sollicite, grand frère, votre soutien et votre accompagnement dans cette quête. Vous pouvez compter sur moi. Je vais aussi compter sur vous, Monsieur le Président.
Avec une progression de 78% d'échanges commerciaux pour une enveloppe de 100 milliards de francs CFA jugée insuffisante, les deux pays entendent renforcer la coopération économique dans les secteurs des mines, de l'énergie, du transport. Autre point abordé, l'organisation de la 3e commission mixte ivoiro-guinéenne, la redynamisation de l'Union du fleuve Mano. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J'ai été, avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée. Notre vœu est de voir la Guinée retrouver son lustre d'antan et poursuivre sa marche vers le progrès économique et social pour le bonheur du peuple guinéen. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040. Les deux pays entendent renforcer la réponse humanitaire aux problèmes sécuritaires. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Le chef de l'État Alassane Ouattara s'est pour finir voulu rassurant sur les échéances électorales à venir. Je reste disponible pour tout conseil que vous souhaiteriez que nous puissions vous apporter. Je souhaite bien évidemment l'apaisement en Guinée pour permettre des élections apaisées comme nous avons l'intention de le faire en Côte d'Ivoire. Notons que le président de la République de Guinée est accompagné pour ce séjour de plusieurs membres de son gouvernement, dont le ministre en charge des Affaires étrangères et celui des infrastructures. Et il est aussi accompagné de son épouse, justement en marge de la visite d'amitié de travail qu'effectue le chef de l'État guinéen dans notre pays. Son épouse, Lauriane Doumbouya, s'est rendue à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. La première dame ivoirienne qui a reçu son hôte en a profité pour découvrir les installations et les capacités opérationnelles de cet hôpital qui a été créé en 2018. Mama Traoré, Jacob Kiniboa. Un nouvel hôte de marque à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville. Lauriane Doumbouya, épouse du chef de l'État guinéen, vient découvrir cet édifice ouvert en 2018 par la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, afin d'améliorer la santé du couple mère-enfant. Accompagnée de la ministre de la Femme, Nassine Batouré, et de la directrice de cabinet de la première dame, Sylvie Patricia Yao, Lauriane Doumbouya entame une visite guidée de l'établissement. Tour à tour, elle est conduite au service de consultation pédiatrique, de néonatologie, des blocs opératoires, de réanimation, de cardiologie ou encore de chirurgie pédiatrique. S'ensuit un échange avec les responsables de l'hôpital pour mieux comprendre le fonctionnement. L'équipe managériale expose sur les progrès réalisés concernant la prise en charge de pathologies complexes comme la sténose caustique, la pose d'implants cochléaires pour les enfants atteints de surdité, ou encore la récente opération de séparation réussie d'enfants siamois. Parmi les enfants traités souvent gracieusement, un bon nombre vient de pays africains, dont la Guinée, de quoi impressionner une coopération sud-sud qui impressionne Lauriane Doumbouya. Cette visite était très inspirante, donc je trouve que l'hôpital est très bien fait. C'est très inspirant de voir le standard de cet hôpital. Établissement privé à but non lucratif, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville s'érige de plus en plus en un véritable produit touristique dans le domaine médical,
de par la qualité de son plateau technique et des prestations délivrées aux patients. Voilà, notre pays impressionne. Il y a de l'or et du travail. C'est une annonce qui conforte la position de la Côte d'Ivoire comme destination minière de référence en Afrique de l'Ouest. Un nouveau gisement d'or de classe mondiale vient d'être découvert à Doropo, dans le nord-est ivoirien. Le projet prévoit plus de 100 tonnes d'or à exploiter avec des retombées économiques et sociales. Le Premier ministre Robert Bekremambé a échangé avec le président de ce groupe, Jean-Luc Gbangbo, Adam Kerry. C'est un gisement aux promesses dorées. À Doropo, dans le Bunkani, le groupe Resolute Mining annonce une découverte exceptionnelle. 100 tonnes d'or à extraire, reparties en 2 phases d'exploitation. C'est l'annonce qui a été faite au Premier ministre Robert Bekremambé. À terme, le projet générera plus de 2800 emplois, près de 316 milliards de francs CFA de recettes fiscales et 9,7 milliards pour le développement local. Qui va commencer dans le premier trimestre l'année prochaine. Et on va avoir 2 ans de construction, puis après on va commencer les opérations. Doropo, c'est la première opération, et on va faire plusieurs, une deuxième, une troisième et peut-être une quatrième. Donc on fait beaucoup de travail dans l'Afrique, et je dois dire qu'aujourd'hui, le Côte d'Ivoire, c'est un des meilleurs pays pour faire des investissements dans le secteur mining. Un investissement initial de 300 milliards de francs CFA est prévu pour lancer l'exploitation quand 200 millions de dollars supplémentaires seront engagés pour les travaux d'exploration dans d'autres régions. C'est donc une annonce qui conforte l'ambition du gouvernement de faire du secteur minier un levier majeur du développement durable et inclusif. Voilà la Côte d'Ivoire qui reste une destination privilégiée pour tous les investisseurs. Le Premier ministre Robert Bekremambé était également au colloque international des inspections et d'État. Il a présidé les travaux d'ouverture. Abidjan, je rappelle, abrite la 12e édition. Le Forum des inspections générales d'État d'Afrique, FIGE, créé à Djibouti en 2006 et regroupant 27 institutions de 21 pays, est une plateforme qui s'est donnée pour mission de lutter efficacement contre la corruption et accompagner le développement durable. Le thème choisi pour Abidjan, les maisons d'audit et d'inspection, contribution à l'amélioration de la gouvernance publique. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, était lui au Sénat où s'est ouvert le débat d'orientation budgétaire. Le document de programmation présente des perspectives prometteuses. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire en 2028 va dépasser la barre des 20 000 milliards de francs CFA, nous rapporte Kadès Sokotogo. La Côte d'Ivoire se porte bien. Elle le sera davantage sur la période 2026-2028. C'est ce qui ressort du débat d'orientation budgétaire au Sénat. À la présentation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel, le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Les prévisions font état de 6,3% en moyenne pour le produit intérieur brut PIB. Les ressources du budget dominées à 61,2% de l'ensemble des ressources. Le budget de l'État va continuer de s'améliorer en s'établissant à 17 321,3 milliards de francs CFA en 2026. 18 599,4 milliards en 2027 et pour 2028, 20 218,5 milliards de francs CFA. Une performance qui confirme le leadership régional de la Côte d'Ivoire. Les informations qu'il nous a données aujourd'hui sont des informations provisoires qui peuvent évoluer. Nous avons une économie qui devient de plus en plus attrayante dans la sous-région. Cela démontre effectivement l'action du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne. Une dette maîtrisée qui relève l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Les 3 années à venir résument la résilience de l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, on voit les effets du changement climatique partout. Donc on a besoin vraiment d'investir dans ce secteur-là pour permettre non seulement de faire face aux dégâts, mais aussi de rendre notre agriculture résiliente et les populations résilientes par rapport à ces phénomènes de changement climatique. Le débat d'orientation budgétaire 2026-2028 au Sénat
ouvre sur une séance plénière qui va annoncer la clôture de la première session 2025. La cérémonie de clôture est prévue pour le jeudi 19 juin 2025 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Et on n'en a pas fini avec les chiffres, c'est le grand jour. Les résultats du BEPC, brevet d'études du premier cycle session 2025 sont tombés. Plus de 312 000 candidats sont déclarés admis, soit un taux de 51,41%. On note une nette progression de 11,23 points par rapport à l'année dernière. Une performance encourageante pour notre système éducatif. Plus de 600 000 candidats étaient en lice et je rappelle, 312 041 ont été déclarés admis. Et vous l'avez vu, c'est un moment très attendu par des milliers de familles dans notre pays. Joie, soulagement et émotion étaient visibles sur les visages au centre du lycée classique d'Abidjan. L'heure était à la célébration avec un taux de réussite de 83%. Les cris de joie, de bonheur, on en sait plus avec notre reporter Sephora Zegui qui était sur place. 7 jours de délivrance pour les 633 817 candidats au BEPC 2025. Après 2 semaines de longues attentes, les résultats sont enfin connus. Devant les résultats, les élèves explosent littéralement de joie. Et au lycée classique d'Abidjan, c'est un véritable raz-de-marée d'émotions. 83% de taux de réussite dans ce centre de composition. Une scène marquée par les pleurs, des rires et des cris. J'étais tellement heureuse, j'ai tellement souffert cette année, j'étais tellement heureuse. Je suis contente, je remercie mon papa, ma maman. J'étais très stressée tout au long de l'attente des résultats, donc je suis heureux. C'est Dieu, c'est Dieu. J'ai étudié par la volonté de mes parents, j'ai bossé tous les jours et j'ai eu mon examen. J'ai eu 286 points, mention bien. Je suis très fière de moi. Franchement, je pensais qu'elle allait avoir 260. Je ne pensais pas arriver à là. J'ai bien bossé avec le support de mes parents. Alhamdoulilah, j'étais très patient avec moi. Et alhamdoulilah, Dieu a fait grâce et puis j'ai eu mon BEPC. Dans la foule, les parents ne cachent pas non plus leur soulagement. Vraiment, je suis contente. Ce matin, elle a beaucoup pleuré. Moi, je lui ai dit non, ne pleure. Il ne faut pas pleurer parce que je sais qu'il t'a déjà eu. Ça n'a pas été facile pour les parents de toutes les façons parce que vous savez, cette génération, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut observer comme dépravation, de voir son enfant, sa fille, ses enfants réussir, c'est une joie immense quand même pour chacun de nous. Avec un taux record de réussite, le centre du lycée classique d'Abidjan s'inscrit parmi les meilleurs du pays cette année. Cap sur la classe de seconde. Pour ces nouveaux admis, le BEPC n'est qu'une étape. L'avenir s'écrit désormais avec ambition et détermination. Et la Côte d'Ivoire peut être fière de tous ces jeunes qui sont au travail. Les résultats ont été donc publiés aujourd'hui dans les différents centres d'examen à Boaké où je vous conduis. L'émotion était palpable chez les admis, tout comme chez les récalés. Nos reporters Logoreti, Chaltatou ont vécu l'ambiance pour vous. Les résultats des examens du brevet d'études du premier cycle BEPC section 2025 viennent d'être publiés dans les différents centres d'examen. Joie donc pour les candidats admis. Au lycée Djibo Soumkalo de Boaké, l'ambiance est électrique. Je suis très émue. Je remercie mes parents et la fondatrice de mon établissement. J'ai obtenu 240 points. Je suis très heureux. Mais pour les non-admis, l'échec est difficile à supporter. La région de Becker affiche cette année 49,38% d'admis. Le taux de réussite nationale s'élève cette année à 51,41%, marquant une nette progression de 11,23 points par rapport à 2024 où il était de 40,18%. Félicitations aux admis et courage surtout aux récalés. On n'échoue jamais, on apprend toujours, comme le disait le président Nelson Mandela.
À l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le mot non, N-O-N, prend une nouvelle dimension. Ce mardi, donc, professeur Dion Simplice y a présenté son 7e ouvrage, Apologie du non, devant un public composé d'étudiants, de chercheurs, de figures médiatiques, de députés, de représentants de l'État. À travers cette œuvre, l'auteur invite à redécouvrir le refus comme un acte de lucidité, de résistance constructive et d'engagement citoyen. La cérémonie de dédicace est tenue en présence du président du CESEC, Eugène Aka Aweli. On en arrive à présent à ce drame qui suscite encore de l'émoi dans la commune de Yopougon. Un adolescent a perdu la vie après avoir reçu des coups. Il a été battu à mort par un homme à Yopougon et le présumé coupable serait un agent des forces de l'ordre. L'atmosphère est insoutenable au domicile familial. Les proches réclame justice. Le témoignage est signé Rally Diomandi et Gilles Tonien. Ouais, député, vous êtes là-bas. C'est le seul. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ouais. La douleur d'une mère qui ne reverra plus jamais son fils unique. Dans la soirée du lundi 16 juin 2025, Kevin, 14 ans, élève admis en classe de 4e, aurait été battu à mort par un agent des forces de l'ordre, locataire dans cet immeuble, à Yopougon-Azito. Aux environs de 18h, les enfants jouaient sur la dalle. Il a dit aux enfants que vous faites trop de bruit, donc quittez là. Donc les enfants, en se cherchant, il y a lui le concerné, comme il est malade, donc il n'avait pas la force de courir. Donc l'enfant s'est caché, puis là-bas il y a le noir sur la dalle. Donc il a pris la torche pour toucher, pour voir si les enfants sont toujours cachés là-bas. C'est dans ça qu'il a vu l'enfant Kevin. En le poursuivant, l'enfant est tombé, l'enfant s'est blessé. Il a frappé l'enfant avec une matraque. Les habitants de l'immeuble étaient là. Il n'y a personne qui a secouru l'enfant. C'est à ce qu'ils finissent de tuer l'enfant qu'eux maintenant se mettent à soulever l'enfant pour le mettre dans un taxi côteur. D'après eux, l'enfant a fait une mauvaise chute. Pourtant, à la morgue, l'enfant a un coup qui est cassé, à ses côtes qui sont cassées. Depuis la nuit du drame, les proches de Kevin sont inconsolables, les cœurs brisés et les yeux rouges de colère. Attrapez-le pour les mettre en prison. Et puis venez me prendre le monsieur qui a tué mon petit-fils là. Je vais m'asseoir à côté de lui. Je dis, monsieur, merci. Monsieur Trama m'appelle de venir. Son téléphone a annoncé la mort de mon enfant. C'est encore bien qu'elle prend mon enfant. A frappé mon enfant et m'a trahi quand il a tué. Nous ne voulons plus ce drame ici. Dans ce quartier d'Azito, nous réclamons cette justice pour cet enfant qui est mort. Le présumé coupable a été interpellé. Une enquête est ouverte. Kevin laisse derrière lui un vide immense. Sa mère, rongée par le chagrin, espère revivre un jour la joie de la maternité. Et on referme cette page triste pour parler maintenant de cette journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. L'international ivoirien Franck Kessié a été reçu par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique en tant qu'ambassadeur. Le reportage est signé Grace Kando. L'international ivoirien Franck Kessié, capitaine de l'équipe nationale de football, désigné ambassadeur des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Une distinction qui lui a été attribuée lors de la COP16 à Riyad en Arabie Saoudite. À l'occasion donc de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée ce mardi, le désormais ambassadeur des Nations Unies sur la désertification est reçu par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. La désertification fait partie d'une des crises climatiques que le monde entier connaît. Une de ses conséquences, c'est de compromettre la sécurité alimentaire dans le monde entier, notamment en Afrique, dont la population est en grande partie agricole. Et en le désignant comme ambassadeur, les Nations Unies veulent utiliser l'image de l'icône qu'il représente pour pouvoir sensibiliser les populations sur les dangers de ce fléau. Il y a eu pas mal d'actions, il y a la réhabilitation de 2 à 3 écoles, la construction aussi d'un stade à l'intérieur du pays et tout, qui m'ont permis d'avoir ce titre. Monsieur le ministre s'est fait équipe avec lui et son cabinet le plus longtemps possible et pour le bien de notre population. Le ministre Jacques Assaoré-Conan saisit l'opportunité de cette rencontre pour faire le point sur la réhabilitation des terres en Côte d'Ivoire.
Nous avons inscrit la neutralité en matière de dégradation des terres au cœur de notre planification environnementale, à travers la mise en œuvre de plusieurs programmes de réhabilitation des terres, avec un objectif de 500 000 hectares à réhabiliter à l'horizon 2030. Le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré, annonce un plan d'action sur la désertification et la sécheresse, auquel sera associée la Fondation Franck Kessié, avec pour objectif la restauration des terres. On ouvre à présent la page politique de ce 20h avec le RHDP. Les militants du Sud Comoé ont organisé le pré-congrès. On en sait plus avec Ahmed Traoré. Au meeting d'Aboisseau, les différentes structures du parti ont unanimement exprimé leur fidélité au président Alassane Ouattara. Le plébiscite a été matérialisé par des motions lues lors de ce rendez-vous de grande envergure. Des motions approuvées par Eugène Aka Awele, président du pré-congrès, par ailleurs coordinateur du RHDP du Sud Comoé. Le choix des militants congressistes de la région du Sud Comoé pour conduire la Côte d'Ivoire durant les 5 prochaines années ne fait l'ombre d'aucun doute. Il est clair ce choix, il est ferme ce choix, il est unanime. C'est le président Alassane Ouattara. Aossou Kouadio-Jano, émissaire du parti, salue la mobilisation et la maturité politique des populations. Le vrai unité continue. Et oui, il fait fructifier l'héritage. La Côte d'Ivoire est devenue un pays géant, assis sur des colonnes solides. Les colonnes, c'est vous, c'est moi, c'est tous les militaires du RHDP. Nous constituons les colonnes d'attente du RHDP pour que la Côte d'Ivoire avance vers son destin lumineux tracé par Denis Sassou-Nguesso. Les militants RHDP du Sud Comoé entendent participer activement au congrès du parti qui se tiendra les 21 et 22 juin à Abidjan. Le RHDP qui exporte aussi sa mobilisation à Casablanca, au Maroc. La diaspora ivoirienne là-bas s'est réunie lors d'un pré-congrès qui a été présidé par le ministre Bruno Koné-Nabagné. Michel Digré pour le reportage. Assurons à l'unanimité son Excellence M. Alassane Ouattara la victoire finale dès le premier tour. Un coup KO. Il n'y a aucun doute que le prochain président que nous souhaitons voir à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. C'est l'essentiel du message de Bruno Nabaye Koné aux militants RHDP du Maroc, l'un des 6 pays choisis pour le pré-congrès à l'extérieur du pays. L'émissaire du RHDP a décliné la feuille de route des militants de la diaspora. Notre priorité, ça doit être le futur de nos prochaines générations. Notre priorité, ça doit être que la Côte d'Ivoire continue sa marche en avant. Et la diaspora que vous constituez doit jouer sa partition. Une partition active qui se concrétisera au cours des assises du congrès de ce week-end. Et ce deuxième congrès ordinaire du RHDP sera marqué par un renouvellement des tests et la désignation du candidat du parti à la présidentielle d'octobre prochain. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre, nous témoigne Mama Traoré, Lamine Dramé. Ce sera l'actualité politique majeure de ce week-end du 21 et 22 juin. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, tient son deuxième congrès ordinaire. Il sera question de renouveler les instances, de désigner le président et le candidat du parti au pouvoir à la prochaine élection présidentielle. Le parc des expositions et le stade Alassane Ouattara sont les sites retenus pour abriter les travaux. Le 21 juin, on va ouvrir donc le congrès au parc des expositions de Port-Boué, avec un peu plus de 7000 congressistes venant de l'ensemble du territoire national. Et le deuxième jour, le congrès se tiendra donc au stade de Bimpé avec plus de 100 000 militants. Je dis bien minimum 100 000 qui seront accueillis dans de bonnes conditions. Ce sera l'occasion pour nous de dire merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Depuis plusieurs semaines, le comité d'organisation présidé par le ministre Amédée Kouakou travaille d'arrache-pied. Les réunions s'enchaînent, couplées aux visites de terrain, afin de relever les défis techniques, logistiques et de mobilité. L'enjeu, faire de l'événement une réussite. Lorsque vous regardez l'ambiance dans les pré-congrès, toute cette masse de gens, ne serait-ce qu'à Abidjan seul,
Si on fait la somme de toutes les mobilisations d'Abidjan, déjà BNP est rempli. Nous savons que la mobilisation n'est pas un problème et que le congrès va très bien se passer. La révision des textes sera également un autre temps fort de ce deuxième congrès ordinaire, placé sous le thème « Le RHDP pour une Côte d'Ivoire en paix, prospère et solidaire ». Voilà, et la météo qui impose son dictat en Afrique du Sud. Une partie de la province du Cap-Oriental a été dévastée après le passage de pluies torrentielles suivies de vents violents. Le bilan s'est alourdi. Au moins 90 personnes ont trouvé la mort dans les inondations. Les secours continuent de chercher d'autres victimes. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri. Et selon les autorités qui s'attellent à organiser de l'aide au profit des sinistrés, on déplore de nombreux disparus après les dégâts causés par ces pluies torrentielles. Fin de ce 20h, prions pour que la météo soit bonne partout et que des vies soient sauvées. Merci à vous tous donc d'avoir suivi cette édition, mais ne décrochez surtout pas. Juste après ce journal, la direction de l'information de RTI 1 vous proposera votre magazine RTI 1 reçoit, présenté par Hamza Diaby avec le président de la CEI, Koulibaly Kuibier. Ils passeront en revue l'état des lieux de la liste électorale, le principe des parrainages et les perspectives pour un scrutin apaisé. Très belle soirée sur RTI 1. À demain 20h. N'oubliez pas, dans la paix, on va se retrouver.